Alors j'avais prévu dans cette vidéo de parler littérature, j'avais même déjà présélectionné les livres que je voulais vous partager et puis au dernier moment j'ai un peu changé d'avis. La semaine dernière j'ai lu Les Joies d'en bas, le livre dont je vais vous parler, et ça m'a donné un peu ce sentiment de faire une lecture d'utilité publique gorgée d'informations dont on manque cruellement. Et donc c'est de ce livre que je vais vous parler, et la littérature on verra pour la prochaine vidéo. Alors, du coup, Les Joies d'en bas, c'est un livre qui est écrit par Nina Brochmann et Hélène Stockendahl. Ce sont deux médecins danoises qui sont de ma génération. L'une est née en 87, l'autre est née en 90. Donc c'est un livre qui est vraiment très complet, il fait 400 pages et elles essayent de tout balayer sur le sexe féminin. C'est vraiment très intéressant à lire. En termes de style, c'est un style très oralisé, très sans tabou, on a l'impression d'avoir une discussion avec des amis. Si vous avez lu Le charme discret de l'intestin, qui est un peu le même genre de bouquin de vulgarisation médicale et qui était sorti il y a quelques années, moi j'en avais lu des morceaux, c'est un peu le même délire, concrètement. Donc pointu, c'est des nanas qui ont fait quand même des études là-dedans et qui savent de quoi elles parlent et qui ont sûrement fait un travail monumental pour compiler toutes les études et sortir ce bouquin. Pour autant, c'est très agréable à lire, ça se lit très bien. Et aujourd'hui je vous propose une vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais essayer de balayer le livre en vous présentant un peu tout ce qu'on y trouve. Donc il y a 5 chapitres, je vais vous expliquer ce qu'est le parcours dans chaque chapitre et je ferai des points de focus sur les choses qui m'ont particulièrement marqué, soit que je les ai découvertes, soit que je les avais entre guillemets oubliées ou que c'est revenu à ma conscience par la lecture. Je vous ferai quelques points de focus comme ça pour que ce soit pas non plus un catalogue, une sorte de sommaire amélioré du bouquin, et que ça donne un peu de vie et que vous ayez une idée aussi des informations qu'on peut y trouver. Dans une deuxième partie, là format un peu différent, je vais faire vraiment un résumé que je vais essayer de faire à la fois le plus précis et concis possible d'une des parties du bouquin, à savoir leur étude, enfin leur méta-étude sur la dangerosité potentielle de la contraception hormonale. C'est le passage qui m'a le plus marqué. Je trouve que c'est vrai que dans le climat ambiant de méfiance et de manque d'information, je trouve ça très difficile au titre individuel de se positionner, de savoir quoi faire, quoi penser. Et donc là c'est un chapitre trop précieux, hyper rigoureux, hyper complet, que j'avais du coup envie de vous résumer de manière quand même détaillée et de vous en donner tous les enseignements. Donc là pour le coup j'ai fait une fiche, je vais sûrement un peu lire mes notes, mais j'espère que ce sera intéressant et utile. Et puis dans une toute petite dernière partie de vidéo, je vais quand même vous partager les quelques... comment dire, j'allais dire reproches, je sais pas si c'est le mot, mais les quelques éléments que peut-être j'aurais aimé voir ou ne pas voir dans le bouquin, sachant que, encore une fois, je trouve que c'est un bouquin d'utilité publique, le projet des autrices est génial, leur travail doit être monumental, et je veux surtout pas jeter la pierre aux autrices de ce bouquin, mais c'est juste pour faire voilà, quelques petits compléments et remarques, parce que je pense en l'occurrence qu'elles sont quand même un petit peu importantes. Donc c'est parti, parcourons ensemble le bouquin qui est fait du coup en 5 parties. Donc je rappelle, hein, le livre se présente comme ça, il fait donc 400 pages, mais vous inquiétez pas, ça se lit vraiment bien. Et donc il est divisé en 5 chapitres. Il y a le premier chapitre qui s'intitule L'appareil génital et qui est un chapitre plutôt anatomique. La deuxième partie, sécrétion vaginale, règles et glaires, va relever, comme son nom l'indique, de tout ce qui peut sortir du vagin des femmes, et là aussi est très médicale, c'est vraiment de la vulgarisation médicale. Un troisième chapitre intitulé Le sexe, donc qui traite là des relations sexuelles, puisque elle voulait, en parlant de sexe, parler aussi d'éducation sexuelle. Un quatrième chapitre sur la contraception, pour le coup très long, très complet comme je vous disais. Et puis un dernier chapitre qu'elles ont intitulé du rififi dans le bas-ventre, en fait, qui parle de tous les potentiels troubles, douleurs, maladies, etc. Alors du coup on entre dans le chapitre 1, dont je rappelle qu'il traite de l'appareil génital féminin. Là on a vraiment tout l'appareil génital, à la fois externe, interne, etc. Donc bon, je ne vais pas vous donner tous les détails, c'est l'intérêt justement d'un livre de 400 pages qui prend le temps de tout expliquer. Mais juste pour vous donner quelques éléments pour exemple, on a donc une présentation très poussée du clitoris. J'étais très informée sur le sujet, j'ai quand même trouvé ça très intéressant et j'ai appris quelques trucs, donc très utile.
Une mise au point aussi relativement longue sur le mythe de l'hymen, que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Il y a une partie aussi de conseils sur la pilosité. Alors c'est une partie très pragmatique je trouve, elles partent en fait du constat qu'aujourd'hui beaucoup de femmes souhaitent retirer leurs poils. Et donc puisque c'est un constat, elles proposent des conseils pour bien le faire. Et donc dans ce chapitre, moi j'ai été particulièrement marquée par la partie sur le fonctionnement des ovocytes. Alors pour rappel, les ovocytes c'est les gamètes de la femme, hein, et on est avec un stock d'ovocytes. Je crois qu'on est avec 300 000 ovocytes, un truc comme ça, et puis cycle après cycle, ce stock diminue. Contrairement aux hommes, on n'en produit pas. Mais c'est vrai que j'avais à l'idée, je sais pas si j'ai oublié mes cours de terminale ou si ça n'avait pas été abordé, bref, j'avais à l'idée cette image de un ovule par mois, un peu flemmard, qui attend comme ça les petits spermatozoïdes. Et en fait, c'est pas ça, c'est que on a un gros pool d'ovocytes qui chaque mois mûrissent et se livrent un combat acharné pour passer les contrôles de sécurité et être effectivement lâchés dans l'ovaire. Et il n'y a qu'un ovocyte d'élite qui y arrive. Mais je trouve ça assez intéressant parce que finalement c'est pas si différent de ce que font les gamètes chez les hommes. Enfin, voilà. Donc je trouve ça intéressant. Alors on passe au chapitre 2 sur tout ce qui est sécrétion vaginale, règles, etc. Alors c'est pas tabou. Et c'est ça en fait le gros message aussi du chapitre, au-delà de toute l'information très rigoureuse et très scientifique qu'elle partage. C'est pas tabou et c'est justement important d'avoir des infos là-dessus. Donc concernant les pertes vaginales, elles expliquent à quel point c'est normal, à quel point il ne faut pas se sentir sale. C'est une autorégulation et un auto-nettoyage du vagin et c'est top. Elles font un tableau des pertes normales et anormales qui permet en fait de s'auto-checker régulièrement et de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles font un point sur les règles, donc elles rappellent que le saignement provient de l'utérus. À chaque cycle, la muqueuse de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, s'épaissit pour pouvoir recevoir un potentiel ovule fécondé. Et si l'ovule fécondé n'arrive pas, eh bien on expulse cette muqueuse et ça fait des règles. C'est pour ça que les règles ne sont pas des saignements rouges là comme quand on se blesse, c'est un peu plus... c'est un mélange de sang et de muqueuse quoi. Voilà. Alors moi à ce moment-là, sur la sous-partie sur les règles, j'ai été vachement marquée par le fait qu'on était une exception dans le monde des mammifères. Je ne savais pas du tout, mais il y a très très peu d'espèces qui ont comme nous des règles. En fait, les chiennes par exemple, elles ont des saignements, ça n'a rien à voir. Elles ont des saignements au moment où elles sont fécondables et où elles sont en recherche d'un copain chien quoi. Et nous c'est pas pareil, c'est vraiment ce détachement et cette expulsion de la muqueuse. Et donc ce qu'elles expliquent, c'est que les règles sont un phénomène très rare dans la nature. Nous les partageons qu'avec 200 hominidés et quelques autres créatures isolées, telles qu'une espèce de chauve-souris. Et chez les autres animaux, l'endomètre se développe que s'il y a fécondation. Ce qui paraît hyper évident, plus logique quoi. Mais donc en fait il y a des chercheurs et des chercheuses qui se penchent sur le sujet, et notamment la biologiste Dina Emera, si ça vous intéresse. Et donc dans le livre, elle partage en fait les hypothèses et la probabilité que chaque hypothèse soit la bonne de cette biologiste sur pourquoi dans la sélection naturelle les êtres humains ont gardé les règles. Ensuite, elles font un point sur le cycle menstruel, très détaillé. Pour le coup, moi ça m'a remis aussi les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Avec le cycle, les 2 phases du cycle, l'ovulation, c'est précis, c'est pointu et c'est top, et elles expliquent aussi le rôle de toutes les hormones dans tout ça. Chapitre 3, les relations sexuelles. Alors le chapitre les relations sexuelles s'introduit sur l'intérêt et l'importance des discours sans tabou et positifs sur le sexe, qui sont au regard des extrêmes que sont les tabous d'une part, qu'on ressent tous, et puis l'accès illimité au porno mainstream d'autre part. Donc elles font un chapitre assez complet, elles parlent des premières fois, elles parlent du sexe ordinaire, elle donne des conseils pragmatiques un peu en allant chercher du côté de la sexologie. Bon, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc effectivement, elles font une partie sur la première fois, d'ailleurs en remettant en question ce que l'imaginaire collectif appose derrière l'expression de perte de virginité, et donc en remettant en question l'acte pénétratif comme le seul marqueur de perte de virginité. Elle donne des éléments de compréhension de son propre corps et une double page de trucs et astuces pour la première fois qui peut être bien utile, je pense, pour les jeunes femmes, ou moins jeunes femmes d'ailleurs, qui ont une première fois sexuelle.
Ah, excusez-moi, la lumière a changé, j'ai dû fermer une partie de volet parce que le soleil me sursaturait. J'espère que ce sera pas trop dérangeant. Donc je continue, j'en étais au sexe anal. Donc elles font 6 pages sur le sexe anal en rappelant que aujourd'hui beaucoup de personnes le pratiquent, d'ailleurs hier aussi sûrement, mais bon aujourd'hui on a des stats. Près d'un jeune britannique de 16 à 24 ans sur 5 a eu des rapports anaux dans l'année, donc ce serait bien dommage d'en faire un tabou, et c'est important d'en parler. Donc elles répondent à toutes les inquiétudes quelles qu'elles soient, et donnent des conseils très pragmatiques pour que tout se passe dans les meilleures conditions, et rappellent qu'on le fait uniquement si on le désire vraiment. Mais comme tout, hein, bien sûr, mais voilà. Ensuite, toute une partie sur la vie sexuelle ordinaire. Donc elle dit: nous sommes partis à la recherche du sexe conventionnel. En marge un peu aussi de nos représentations, la représentation des imaginaires collectifs de ce qu'est une sexualité parfaite et normée. Donc elle donne des statistiques de fréquence par exemple. Alors, dans une étude norvégienne effectuée auprès des couples de personnes de 23 à 67 ans, environ 40% avaient eu des relations sexuelles 1 à 2 fois par semaine au cours du mois, 10% seulement avaient eu des relations 3 fois par semaine, et donc 50%, la moitié, avaient eu des relations sexuelles tous les 15 jours ou moins. On parle bien de gens entre 23 et 67 ans, donc vraiment tout le monde quoi. Et elles disent qu'il n'y a pas vraiment de différence flagrante entre les groupes d'âge, sauf une légère diminution après 50 ans qui peut s'expliquer aussi par des aspects plus physiques. Alors, elles font aussi un certain nombre de constats en termes de différences hommes-femmes. Alors, elles sont dans la constatation et pas dans l'explication. Mais en tout cas, elles font des résumés d'études, et une m'a intéressée notamment, c'est sur la prise d'initiative. Selon l'étude, 75% des hommes connaissent le désir spontané, c'est-à-dire, paf, ont un désir qui est clos, et vont du coup aller frapper à la porte de la potentielle partenaire du genre « parce que t'as envie », alors que c'est seulement 15% des femmes. Et c'est assez intéressant, elle explique un peu l'état de l'art de la recherche sur la question, elle partage des études d'une sexologue, Emily Nakowski, qui parle de sexe réactif chez la femme, donc le désir qui n'est pas de manière spontanée mais en réaction à un stimuli. Et du coup, après quelles qu'en soient les explications, etc., c'est toujours intéressant, je trouve, comme sujet de recherche. Et puis par ailleurs, dans ce chapitre, elle partage un petit peu des travaux de sexologues qui sont des conseils un petit peu pour améliorer, si on le souhaite, sa vie sexuelle et la rendre plus en accord avec ses désirs, etc. Bon, voilà, et notamment elles font un point forcément sur l'orgasme, en rappelant, en remettant les points sur les i, sur le mythe de l'orgasme clitoridien versus l'orgasme vaginal. Je rappelle que quand on a un orgasme vaginal, en fait, ce sont les racines du clitoris qui sont stimulées. Et d'ailleurs, elles font tout un point historique là-dessus, avec l'avant-Freud, l'après-Freud, parce que pour le coup, c'est lui là qui a fait de la merde. Et c'est vachement intéressant, c'est hyper détaillé, moi j'ai bien aimé, c'est vraiment la petite partie historique et tout. Et puis elle donne aussi des conseils pour atteindre l'orgasme plus souvent si on le souhaite. Il y a une anecdote historique marrante, il faut savoir que le médecin de l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche recommandait en 1740 que la vulve de sa très sainte majesté doit être titillée avant le coït. C'est marrant, Freud n'était pas passé par là. Voilà, et donc les conseils pour plus souvent atteindre l'orgasme, c'est la masturbation, la communication, potentiellement un certain nombre de positions plus favorables que d'autres, la question de la détente et du confort, elle parle de l'intérêt du sport, etc. Bon, voilà, il y a toute une petite fiche de conseils et astuces. Alors, je rentre dans le chapitre 4 sur la contraception, mais que je vais balayer un peu plus rapidement parce que du coup, dans la deuxième partie de cette vidéo, comme je vous disais, je vais vraiment faire un résumé d'une des parties de ce chapitre. Mais en gros, ce qu'on peut y trouver, c'est un panorama complet des méthodes de contraception qui existent, avec 2 ou 3 pages par type de contraceptif, à savoir comment il marche, comment on l'utilise, etc. Donc vraiment top, au moins c'est un truc de référence. Donc je rappelle qu'il y a 4 types de contraceptifs. Les combinés œstrogènes-progestatifs, donc c'est typiquement la pilule que beaucoup de femmes prennent, le patch, l'anneau vaginal, les contraceptifs progestatifs sans œstrogène, donc ils sont soit injectables, soit en implant, soit en stérilet hormonaux. C'est également la mini-pilule ou la pilule sans œstrogène. Il y a la contraception sans hormones, à savoir le préservatif, le stérilet au cuivre et les méthodes des périodes sûres et des calculs. Et puis la contraception d'urgence. Donc elles en profitent pour faire un petit guide de l'usage du préservatif en donnant toutes les recommandations pour éviter qu'il y ait des loupés, c'est pas inutile.
Elle parle des méthodes des périodes sûres, la prise de température et l'observation de la glaire. Elle rappelle que c'est moins safe que les autres méthodes, parce que voilà, le corps parfois fait des choses qu'on ne prévoit pas. Mais en tout cas c'est intéressant je trouve, parce que d'une part ça s'adresse à un certain nombre de femmes qui n'ont pas besoin d'une contraception non plus super sûre par exemple. Et puis c'est toujours intéressant d'apprendre à mieux se connaître, tout simplement. Il y a un petit passage sur la contraception d'urgence, et là j'ai appris des choses, pour le coup je ne savais pas du tout. Bon déjà elle explique comment ça marche, etc. Elle parle des effets secondaires pas cool, mais pas dangereux. Donc c'est vrai que c'est assez rassurant aussi, c'est pas dangereux de prendre des pilules du lendemain. Alors moi je savais pas qu'il en existait deux sortes. Il y a la pilule du lendemain, enfin elles disent que c'est pas bien d'appeler ça pilule du lendemain, mais la contraception d'urgence, pardon, de type 1 et de type 2. La type 1 c'est celle que les pharmacies nous donnent le plus souvent. Il faut savoir qu'elle n'agit pas si on a entamé le processus d'ovulation. Donc voilà. Mais par contre, elle reste tout à fait accessible. Si on n'a pas entamé le processus d'ovulation, elle marche bien. Et elle n'a aucune interaction avec la contraception en cours, la contraception du mois. Donc ça, c'est bien. La contraception d'urgence de type 2 agit même si on est plus proche de l'ovulation. Elle est donc plus sûre, par contre, elle interagit avec notre contraception en cours. Et donc ensuite, il faut se protéger par le préservatif pendant plusieurs jours. Voilà, c'est toujours intéressant. Et elle rappelle que un bon truc, c'est d'avoir une contraception d'urgence chez soi ou dans son sac, un peu au cas où, pour les moments de panique. Ensuite, il y a toute la question de la mesure de la fiabilité des contraceptions. Donc elles expliquent que médicalement, scientifiquement, il y a deux facteurs à prendre en compte. La façon dont le contraceptif est utilisé et la qualité effective, la qualité intrinsèque du truc, quoi. Donc en gros, on distingue l'emploi correct et l'emploi typique. C'est-à-dire que, prenons la pilule par exemple, attendez, je vais reprendre ces pages 212. Elles font tout un tableau, tiens je vais vous le mettre, avec l'emploi correct, l'emploi typique. Donc, prenons la pilule contraceptive. En fait, en emploi correct, il y a très peu de femmes qui tombent enceintes. Si on n'oublie jamais notre pilule, si on n'a pas un vomissement après une prise de pilule, si on n'a pas une interaction avec un médicament, enfin bref, vous voyez tout le bordel, eh bien ça donne 0,3% de risque, ça va. Mais en emploi typique, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vraie vie, avec tous les imprévus, c'est 8%. Donc pour le coup, c'est quand même beaucoup moins safe. Donc c'est vraiment intéressant et ça nous permet aussi de mieux choisir. Elle milite pas mal, je trouve, dans le livre pour l'implant. Donc ça vaut peut-être le coup de s'y pencher pour les femmes notamment qui soit supportent pas très bien leur pilule ou l'oublient beaucoup, etc. Donc voilà. Donc elles font tout un guide sur la contraception, quoi choisir en fonction de nos priorités. Elle parle des règles sous contraception hormonale, c'est pas des règles, c'est des saignements de privation et on peut les sauter autant qu'on veut en enchaînant les plaquettes. Il n'y a aucun risque médical et elles expliquent comment tout ça fonctionne, etc. Elles font également un passage sur l'avortement en expliquant exactement comment ça se passe, un avortement médicamenteux et un avortement chirurgical. Et je trouve que c'est très utile de connaître tous les détails juste au cas où. Et on termine par le dernier chapitre du rififi dans le bas-ventre, sur tous les troubles, les douleurs, les maladies. Donc là, elle balaye vraiment un peu tout le spectre de ce qui peut arriver de pas cool à notre zone sexuelle. Donc les dérèglements, l'endométriose. Alors ça, c'était vachement intéressant. En fait, comme je suis pas concernée, même si j'avais lu des choses sur la question, j'avais pas vraiment poussé à fond la chose. Et donc elles expliquent exactement ce qui fonctionne pas, enfin ce qui fonctionne mal quand on souffre d'endométriose, à savoir le fait que les règles sont au mauvais endroit. Donc très intéressant, surtout que beaucoup de femmes sont touchées et souffrent énormément. Et que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui, mais qui longtemps a été totalement nié. Ah oui, elles font un point, donc une sous-partie sur le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Hyper important, beaucoup de femmes souffrent de ce syndrome. Or c'est une maladie qui est très invisibilisée, et c'est hyper important de le savoir si on a ça, parce que du coup on peut adapter beaucoup de choses pour moins souffrir et aussi mieux gérer du coup sa vie de femme avec ce syndrome. Elle parle de toutes les douleurs, un peu qu'on dit douleurs inexplicables de la vulve. Elle parle des cystites. Elles font tout un point extrêmement précis sur toutes les MST. Et c'est très important parce que quand même il y a une espèce de mon point de vue en tout cas, j'ai l'impression que les gens sont en stress sur le sida.
et que finalement ils nient un peu l'existence de toutes les autres MST et finalement du coup sont moins en capacité de réagir si ils ou elles ils sont confrontés et sont contaminés. Un rappel que c'est utile aussi bien sûr de faire des tests régulièrement, au-delà du fait qu'il faut se protéger toujours bien sûr avec un nouveau ou une nouvelle partenaire. Mais elle parle donc des tests qu'on peut faire soit dans les centres anonymes et gratuits, soit tout simplement en demandant une ordonnance à son médecin ou sa médecin généraliste et d'aller en laboratoire. Ça prend vraiment 10 minutes et au moins on a le point sur tout ça et on peut agir si jamais il y a contamination. Donc non, vraiment très intéressant. Elle parle de quoi? Elle parle des fuites urinaires, elle parle des hémorroïdes, du cancer du col de l'utérus. Elles font tout un point sur les fausses couches, que j'ai trouvé aussi un point vraiment super utile d'avoir fait ça. Moi je savais pas du tout ça, mais en fait les fausses couches c'est quelque chose... Enfin, je savais pas du tout ça. Je me rendais pas compte, on va dire, du point auquel les fausses couches sont communes, fréquentes, très fréquentes. Et c'est un sujet très tabou. Et donc elle parle des mutilations génitales aussi, pas facile à lire ce chapitre. Et elle parle de la tyrannie de la beauté avec ces nouvelles pratiques de chirurgie esthétique de la vulve. Elles ont toujours un ton très bienveillant et absolument pas jugeant. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de ce genre de livre pour rappeler que voilà en fait l'image aussi des vulves un peu parfaites et polissées qu'on peut avoir en tête, notamment à cause du porno mainstream, ce sont des images qui peuvent être nocives à force et donc rappellent toute la diversité des sexes féminins, histoire de peut-être mettre un peu une pierre à l'édifice et rassurer les personnes qui peuvent être complexées par leur sexe. Alors, on entre donc dans la deuxième partie de la vidéo sur la question de la contraception hormonale est-elle dangereuse? Les autrices consacrent 40 pages à une sorte de méta-étude, une compilation plutôt d'études sur la question. Donc elles expliquent en termes de contexte qu'aujourd'hui il y a un appel à la nature très fort, partout autour de nous on nous dit qu'il faut prendre des trucs naturels, que c'est le naturel qui doit primer. Donc il y a ça d'une part qui joue. D'autre part, en tant que femme, on se sent quand même souvent peu écoutée ou niée dans nos souffrances, notamment par le corps médical malheureusement. Et donc tout ça mis ensemble, ça fait que beaucoup de nanas finalement s'inquiètent des dangers potentiels de la contraception hormonale sur leur corps et leur santé et vont malheureusement consulter des sources d'informations non fiables parce que c'est difficile en fait de trouver de l'info fiable. Donc ça, elles veulent en fait, leur projet c'est d'y remédier et de nous proposer une compilation d'études rigoureuses, scientifiques et complètes sur le sujet, avec les éléments dont on est sûr, les éléments dont on n'est pas sûr, etc., pour avoir un panorama global. En termes de propos préliminaires, elles en font en particulier deux qui m'ont marqué. D'abord la question de l'effet nocebo. En fait, c'est au moment où elles expliquent pourquoi en fait, on ne peut pas juste faire des sondages sur les effets secondaires, que les sondages ne suffisent pas, parce qu'il y a les effets placebo et les effets nocebo, et en l'occurrence sur la pilule, il y a surtout des effets nocebo qui entrent en jeu. L'effet nocebo, c'est un peu le contraire de l'effet placebo, c'est-à-dire que quand on nous met sous un faux traitement, on va ressentir des effets négatifs. Donc elles disent sur toutes les études, un peu quand on met, vous savez, juste avant de mettre des médicaments sur le marché, on fait des tests, et un quart des patients ressentent en général des effets indésirables quand ils sont sous traitement placebo, donc dans les groupes témoins des études. Donc c'est vachement intéressant. Et donc en ce qui concerne la pilule, il est possible qu'une partie des ressentis des femmes sondées, enfin une certaine proportion en tout cas, viennent d'effets nocebo. Et donc c'est important d'avoir ça en tête et de pouvoir trier le vrai du faux. Deuxième point préliminaire qu'elles font, que j'ai trouvé très intéressant, elles font un point sur le risque absolu et le risque relatif dans les effets secondaires. Quand on parle d'effets secondaires, souvent on pense au risque relatif, du genre sous pilule, tu as 2 à 4 fois plus de risque de faire une embolie pulmonaire. Et ça fait grave flipper ce risque relatif. Mais elles disent que souvent, il est utile de le rapporter au risque absolu, à savoir le risque vraiment là d'avoir une embolie. Et prenons l'exemple de l'embolie par exemple, le risque absolu quand on prend la pilule est quelque part entre 0,005 et 0,001% par an. Donc en gros, même si vous prenez la pilule, vous manquez cruellement de chance si vous faites une embolie quoi. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que quand le risque de base est extrêmement faible, même si un médicament double le risque,
ça peut parfois rester un risque tout à fait très faible. Alors ensuite on entre un peu dans le dur, je vais pas mal lire mes notes, hein, j'ai pas appris par cœur, j'ai fait un peu une fiche, donc j'espère que ça dérangera pas du coup à l'écoute et à la vue de la vidéo. Alors d'abord elles font un point sur les effets secondaires communs de la contraception hormonale. C'est un peu les premiers qui arrivent dans la liste, hein, sur la notice des contraceptifs, des pilules, etc. Ces effets peuvent être très gênants, bien sûr, et il faut pouvoir en changer si on ressent des gènes, mais ils ne sont pas graves. Alors, ce qu'elles disent déjà qui est important et qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'elles recommandent de donner 3 mois à un nouveau contraceptif hormonal avant d'en changer, parce qu'il y a une période d'adaptation du corps. Et donc parfois, au bout de 3 mois, hop, c'est bon, tout est régulé, on se sent bien et tout va bien, alors qu'il fallait faire quelques ajustements auparavant. Ensuite, alors elles expliquent que les pilules aux œstrogènes, donc les pilules combinées, celles qui sont en fait les plus fréquemment données sur le marché, elles ont des effets négatifs propres, que sont les nausées, les vertiges, comme si on était enceinte, et on les ressent moins si on prend la pilule au cours d'un repas ou au moment du coucher. Il y a aussi des effets secondaires positifs, un peu comme les femmes enceintes en fait. On va avoir une peau plus radieuse, moins d'acné, c'est potentiellement bon pour vous si vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, ça réduit vachement la douleur des règles, ça régule assez bien le SPM, bon bref, il y a aussi des effets positifs qu'il faut avoir en tête sur les pilules combinées. Elles font un point sur la contraception hormonale fait-elle grossir ou pas. Alors là pour le coup, c'est certain que non. Les études rigoureuses sur le sujet montrent que on peut faire de la rétention d'eau, mais on ne prend pas de la graisse avec la pilule, on ne prend pas de poids avec la pilule. Et du coup elles essaient d'explorer un peu pourquoi il y a cette croyance populaire. Et elles disent que c'est assez possible que ce soit notamment dû au fait qu'on prend souvent la pilule au moment de la puberté, ou au moment où on se met en couple de manière stable avec quelqu'un, et que ça, pour le coup, en termes d'habitude de vie, ça peut aussi avoir un impact. Et donc, c'est pas forcément la pilule en soi qui nous fait grossir. Alors, elle parle aussi des mal de tête pendant la période de pause de la pilule. Beaucoup de femmes y sont sujettes, hein, ça fait partie des effets secondaires communs. Et elle conseille dans ce cas-là de réduire ou de sauter cet intervalle, d'enchaîner typiquement les plaquettes par exemple, pour éviter ces douleurs. Ensuite, un point sur les effets secondaires rares, ceux qui arrivent après dans la notice et qui sont du coup beaucoup moins fréquents, mais potentiellement beaucoup plus dangereux. Alors, elles expliquent que des chercheurs de Harvard ont suivi 120 000 femmes pendant 36 ans pour étudier les effets secondaires à long terme de la pilule. Et elles disent que l'étude est sérieuse. Elles ont vérifié, la méthodologie est bien respectée. Et de l'étude, on conclut que celles qui prenaient la pilule mouraient aussi souvent ou aussi rarement, si vous voulez, et des mêmes causes que celles qui n'étaient pas sous contraception hormonale. Donc déjà, première étude sérieuse, assez rassurante. Ensuite, donc elles font un point sur le thrombus, le caillot de sang, l'AVC, les infarctus, et le risque de cancer. Enfin, qui est plutôt là une croyance. Sur le thrombus ou caillot de sang. Donc, la contraception à base d'œstrogènes a un effet secondaire très peu fréquent mais très grave et connu, qui est la maladie thromboembolique. Donc cette maladie se produit quand le sang coagule, forme un caillot dans une veine et bloque le flux sanguin, c'est souvent dans la jambe que ça se passe. On parle de thrombose veineuse ou de phlébite, et le souci c'est que ce caillot de sang peut remonter au cœur, au poumon, là où les veines sont plus étroites, et donc il y a un risque d'embolie pulmonaire. L'embolie, c'est l'obstruction brusque d'un vaisseau sanguin par un corps étranger, donc potentiellement un caillot. Le risque absolu est extrêmement faible pour une femme jeune en bonne santé. Donc déjà, première chose. Ensuite, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des populations à risque. Les risques augmentent avec les antécédents familiaux, le poids de corps, l'âge, donc au-delà de 35 ans, on n'est plus sujette, la consommation de tabac, le cholestérol, le diabète, etc. Donc elles disent que typiquement, si on cumule plusieurs de ces facteurs, ou si, voilà, par exemple, si on n'arrive pas à arrêter de fumer, qu'on a plus de 35 ans, etc., il est souhaitable d'utiliser une autre méthode de contraception, et c'est tout simplement un échange qu'on peut avoir avec notre médecin pour voir comment on peut faire. Mais si on ne cumule pas des facteurs de risque, on est franchement très malchanceux si ça arrive.
et le risque est extrêmement faible. Et elles disent, hyper intéressant, que ces œstrogènes de la pilule ne sont pas plus dangereux que ceux qui sont produits par notre corps, donc typiquement au moment de la grossesse. Les femmes enceintes ont un risque plus accru d'accidents thromboemboliques que les utilisatrices de pilules. Et donc en gros, c'est plus dangereux de tomber enceinte parce qu'on n'a pas pris la pilule que de prendre la pilule. En tout cas, pour la maladie thromboembolique. Ensuite, concernant les AVC et les infarctus. Il y a une étude qui a été réalisée entre 1995 et 2009 sur un gros pool de femmes danoises. Et l'étude a montré que le risque d'AVC était 2 fois plus élevé chez les utilisatrices de pilules à base d'œstrogènes. Elles expliquent là aussi que le risque absolu est extrêmement faible. Le risque relatif effectivement est multiplié par 2, mais le risque absolu est extrêmement faible. Mais là aussi, c'est intéressant de vérifier qu'on n'est pas dans une population à risque, qu'on n'ait pas potentiellement qu'on n'ait pas des antécédents familiaux, etc. Ensuite, elles abordent la croyance selon laquelle la pilule serait cancérigène. Alors, elles disent « Être sous pilule n'accroît pas les risques d'avoir un cancer au cours de sa vie, et tout porte à croire que c'est l'inverse. » En fait, elle semble, selon les dernières études récentes et rigoureuses, la pilule semble protéger du cancer du col... Elle semble protéger du cancer du côlon, de la vessie, de l'utérus et des ovaires. Elle partage notamment, précisément, une étude sur le cancer des ovaires, et la pilule aurait un effet protecteur même après qu'on ait cessé de la prendre. Et donc, pour beaucoup de chercheuses et chercheurs, en fait, les effets positifs dans le domaine du cancer de la pilule pèseraient beaucoup plus lourd dans la balance que tous les effets négatifs que je viens de citer plus haut. Donc là, j'ai balayé, elles ont balayé et j'ai fait un résumé de ce dont on est sûr. Ce dont on est sûr. À présent, on va entrer dans ce dont on est moins sûr. Là où on peut faire l'état de l'art de la recherche, mais on est moins sûr. À savoir l'impact de la contraception hormonale sur l'humeur d'une part et la libido d'autre part. Alors, elles expliquent qu'aujourd'hui les chercheurs et chercheuses peinent à démontrer un quelconque effet négatif de la pilule sur l'humeur d'une part, la libido d'autre part. Donc déjà ça c'est, en gros ça va être le message, parce qu'a priori il n'y a pas d'effet, ou très peu. Concernant la méthodo, donc elles se sont penchées sur toutes les études sur la question. Il y en a beaucoup. En fait, la pilule est un domaine très étudié. Il y a 40 000 articles publiés sur la pilule ces dernières décennies. Mais elles disent que ces études sont aussi très souvent de très mauvaise qualité. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'une étude de bonne qualité quand il s'agit de parler de sciences et de médecine notamment? En médecine, il y a un seul type d'études considérées comme valides, les essais randomisés contrôlés. Donc on répartit de manière aléatoire un ensemble de personnes qui soit reçoivent un traitement, soit n'en reçoivent pas, et l'ensemble de l'étude doit se dérouler en double aveugle. Ni le patient ni la patiente, ni celui qui administre ou celle qui administre le traitement ne doit savoir si c'est bien le traitement ou un placebo. Et donc on contrôle les effets dans le temps, et on peut en tirer un certain nombre de conclusions. Donc ça c'est du coup juste un point sur la méthodologie. Elles ont trié sur ces 40 000 études là, les études de bonne qualité et les études médiocres qui, en gros les études médiocres c'est celles qui se contentent de demander aux femmes quels étaient leurs effets secondaires. Donc ça se base sur du sondage, c'est pas du tout rigoureux, c'est pas du tout scientifique. Et aujourd'hui, le constat c'est que lorsqu'on se concentre sur les études rigoureuses, a priori il n'y a pas d'effet de la contraception hormonale, ou alors très peu, très à la marge, sur l'humeur ou la libido. Alors on va d'abord se pencher sur les sautes d'humeur et la dépression. Donc à leur connaissance, seuls 4 essais randomisés contrôlés ont été effectués sur la pilule et ses effets secondaires que sont les sautes d'humeur, et 2 d'entre eux n'ont identifié aucune différence significative en termes de sautes d'humeur. Une a trouvé que la pilule apportait une réduction des symptômes dépressifs, donc l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Et la dernière a noté pour le coup une augmentation mineure des symptômes dépressifs. Donc en gros, ce qu'on peut en retirer, c'est que on n'est pas sûr, effectivement il y a peut-être une potentielle augmentation pour certaines femmes, mais dans tous les cas, c'est clairement pas un phénomène généralisé. Elles essayent de se poser la question en fait de ce pourquoi dans l'imaginaire collectif on a l'impression que la pilule pourrait influer sur des symptômes dépressifs, pourrait engendrer des symptômes dépressifs.
Et elle pose la question de la confusion entre corrélation et causalité. Elle rappelle que la dépression est une maladie très répandue, environ une femme sur 5 connaît ou connaîtra une réelle dépression au cours de sa vie. Et puis ici, l'effet nocebo peut également jouer. Ça reste un domaine où on n'est pas sûr, ça elle le rappelle bien. Elle cite des études, diverses études épidémiologiques qui ont été menées, qui sont sérieuses, où effectivement, parfois on constate par exemple que les femmes sous pilule prennent plus souvent des antidépresseurs, etc. Mais là encore, on ne peut pas savoir quel est le lien de corrélation ou le lien de causalité entre les deux. En tout cas, la conclusion, c'est que même si on a assez peu d'études rigoureuses d'une part, et que certains résultats peuvent paraître contradictoires d'autre part, aujourd'hui on peut quand même dire que la contraception hormonale n'a probablement pas d'effet négatif majeur sur l'état psychique de la grande majorité des femmes. En gros, elle dit, s'il est avéré et prouvé, cet effet secondaire ne concerne qu'une minorité de femmes et qui réagissent donc aux hormones de manière spécifique. Donc, soyons vigilantes envers nous-mêmes. C'est vrai que si on ressent ça et qu'il y a potentiellement un lien, ça peut valoir le coup d'en parler et de changer de contraception. Mais ne nous faisons pas avoir par des gros titres alarmants sur le sujet. Ensuite, sur la deuxième question, à savoir la perte de libido, la perte de désir sexuel. D'après une étude danoise, 30% des femmes sous contraception hormonale jugent la baisse de libido comme étant un effet secondaire. Or, la plus grande méta-analyse publiée sur le sujet, effectuée sur le sujet, a été publiée donc en 2013 et elle compilait les résultats de 36 études sur un total de 13 000 femmes. Et là, pour le coup, les autrices disent c'est scientifique, c'est rigoureux. Et les résultats sont les suivants. 64% des femmes ont leur libido inchangé. 22% des femmes voient leur libido augmenter. Et on pressent en fait que c'est parce qu'on se sent plus safe. En fait, on sait qu'on va pas tomber enceinte, donc YOLO quoi. Et 15% seulement avaient une libido réduite, mais on ne pouvait pas être sûr que c'était à cause des hormones. Donc en gros, là aussi, rien de sûr. Mais parce que forcément on est dans un champ où la dimension psychologique est très forte, la libido, c'est pas juste physique et tout quoi. Donc c'est assez difficile de mener les études, de les mener en mode toutes choses égales par ailleurs, etc. Mais en tout cas, il y a trop de facteurs qui influencent. Mais en tout cas, peu de choses portent à croire aujourd'hui que la contraception hormonale diminue le désir sexuel de la majorité des femmes. C'est possible, mais c'est pas fréquent. Et par contre, il y a plein d'explications qui peuvent expliquer que le désir s'émousse au cours de la vie et notamment au cours de la vie d'un couple. Bon, et puis les autrices finissent un peu cette compilation d'études et cette analyse sur un plaidoyer pour la contraception hormonale. Voici ce qu'elles disent. Le monde de la contraception n'est pas idéal, mais elles ne peuvent pas finir ce chapitre sans plaider un peu pour la cause de la contraception hormonale. Tout d'abord parce que la contraception hormonale a de très nombreux aspects positifs qui sont très souvent passés sous silence. Avec la stérilisation et le stérilet, c'est là le mode de contraception le plus sûr. Ensuite, les effets secondaires bénins que ressentent beaucoup de femmes sont insignifiants au regard de ceux qu'on pourrait ressentir si on tombait enceinte. La contraception hormonale semble protéger de certains cancers très répandus. Elle donne des règles moins douloureuses, moins abondantes et qu'on peut totalement maîtriser, ce qui est assez génial. Elle a aussi des vertus de protection de certaines infections gynécologiques car elle épaissit la glaire cervicale qui devient donc impénétrable aux bactéries. Elle diminue le risque de tumeurs du sein bénines qui sont pas graves mais qui peuvent être bien reloues et sont un bon médicament quand on souffre du SOPK ou d'endométriose. Donc, voilà, c'est, je trouve, un chapitre extrêmement intéressant qui est très rigoureux, très rassurant, très complet et qui permet de faire le point sur tout ça. Et pour le coup, moi ça me fait du bien en fait d'entendre ce genre de discours qui permet de remettre les choses en perspective juste, avoir les infos. Et après, chaque femme fait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent bon pour elle, etc. au regard de toutes les infos de bonne qualité qu'elle peut avoir. Et donc je termine cette vidéo par quelques petits compléments ou éléments un peu par une petite critique constructive, on va dire,
de ce qui peut manquer ou ce qui a pu me déranger un petit peu dans le livre. Encore une fois, d'une part c'est mon opinion personnelle, d'autre part, ouais, je veux vraiment le dire, c'est que c'est un super projet ce qu'elles ont fait et c'est vraiment génial, c'est vraiment super utile. Et donc les éventuelles critiques que je propose à la marge n'enlèvent en rien à la qualité générale du livre. Donc tout d'abord, première chose que j'ai notée, il n'y a aucune référence dans ce livre à la sexualité. En tout cas pas en tant que tel. Je crois que le mot est cité une fois, mais dans une phrase et elle n'en parle pas. Or, dans le livre, le sexe est toujours considéré comme quelque chose de super génial, sans quoi on s'ennuierait, etc. Avec des petites phrases comme ça, qui sont en fait des phrases juste de marque d'oralité, hein, comme je disais. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, je ne suis pas concernée, donc il faudrait laisser la parole aux concernés. Mais je pense que c'est important dans ce genre d'ouvrages qui font 400 pages quand même, donc il y a moyen de développer et d'entrer dans les sujets, de faire au moins une référence et de dire voilà, le sexe c'est pas quelque chose d'obligatoire, même si c'est très valorisé dans la société, et il y a le droit entre guillemets hein, d'être asexuel ou d'être grey sexuel, et ça aurait été intéressant d'en parler. Ensuite, deuxième chose, j'ai trouvé que malgré toutes les précautions qu'elles prennent, et elles en prennent hein, vraiment, mais malgré toutes ces précautions, le livre reste très hétéronormé. Alors, je pense comprendre pourquoi elles ont fait ça, c'est-à-dire qu'elles évoquent hein, le fait que les lesbiennes existent, que les bi existent, qu'on n'est pas obligé de faire l'amour qu'entre hommes et femmes, mais finalement elles se concentrent que là-dessus lorsqu'elles rentrent dans les explications, etc. Elles se concentrent que sur les relations entre hommes et femmes, et je pense qu'elles font ça pour s'adresser à la majorité des femmes. Seulement, moi j'y vois deux soucis. Le premier, c'est que, bon honnêtement, encore une fois sur 400 pages, je pense qu'on peut prendre quelques pages pour parler de sexualité entre femmes, ça aurait été sympa. Et puis aussi, en fait, c'est toujours pareil, c'est que la majorité des femmes, etc., sont dans des relations hétéros et ont des relations sexuelles hétéros. Mais c'est aussi parce que la société leur propose pas autre chose. Et c'est vrai que dans un livre comme ça, c'est l'occasion de dire « Hey, ça existe ». Enfin, voilà, on le dit, on le pose là, après tu fais ce que tu veux. Mais le fait d'avoir en tête que ça existe et de visibiliser ça, je pense que ce serait assez positif aussi dans une quête de libération qui est la leur, n'est-ce pas ? Et je pense que cette critique que je fais n'est pas non liée à la suivante, parce qu'en fait sur le chapitre sur les relations sexuelles, et notamment la double page là sur les trucs et astuces pour la première fois, eh bien elle se focalise sur la pénétration. Et je comprends hein, ce qu'elles font, c'est-à-dire que c'est un truc qui fait stresser, c'est un truc qui concerne la majorité des femmes, etc. Mais du coup, voilà, c'est très orienté pénétration vaginale, et puis le mot préliminaire est utilisé pour parler des autres pratiques sexuelles. Alors là, pour le coup, je sais pas si c'est un problème de traduction ou pas, ça je sais pas. Mais moi, ça m'ennuie un peu qu'on parle de ça comme ça. C'est pas des préliminaires, enfin je veux dire, c'est pas des préliminaires à la sacro-sainte pénétration, c'est tout un tas de pratiques sexuelles diverses et variées que chacun et chacune explore avec ses partenaires comme elle le souhaite, et il n'y a pas de hiérarchie, ni chronologique, ni de valorisation. Et du coup la première page sur la première fois m'a pas finalement beaucoup plu, beaucoup parlé, je pense que ça aurait pu être mieux. On pourrait la compléter s'il y avait une nouvelle édition un jour de ce livre et l'enrichir et la rendre un peu plus variée en fait. Ensuite, j'ai trouvé que le passage sur la masturbation arrivait trop tard, après en fait les relations sexuelles. Et il est en fait conditionné à un chapitre sur l'orgasme. En fait, elles expliquent, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo je crois, que pour essayer d'avoir plus souvent des orgasmes, etc., ça a du sens de se masturber pour se connaître tout simplement soi-même. Ça ok. Et du coup, il faut un petit point, mais qui n'est pas vraiment détaillé. Hein. Et moi je trouve que ça aurait été vachement intéressant avant en termes de propos préliminaires au chapitre sur les relations sexuelles, de faire un point masturbation. C'est quand même un sujet qui est encore très tabou, hein, la masturbation féminine, donc autant en parler de... Enfin, je sais qu'il y a eu des études qui ont été menées sur les divers types de masturbation, etc. Il y a un site internet, je crois, qui s'appelle Oh My God Yes. J'y suis jamais allée, mais je sais qu'il existe, et qui essaye de lever le tabou sur la masturbation féminine, etc. Donc bref, ça arrivait un peu tard, et c'était conditionné à un sacro-saint orgasme,
Enfin, que c'est très cool un orgasme, c'est pas la question, mais c'est pareil là, je pense que c'était intéressant aussi de parler d'un sexe peut-être qui potentiellement se libère aussi du diktat de l'orgasme obligatoire. Donc pour conclure, je pense que là vous l'aurez compris, mais je recommande chaudement la lecture de ce livre à toutes et tous. C'est rigoureux, c'est sans tabou et c'est quand même vraiment assez complet, donc c'est le top. Je sais pas quelle a été la qualité de vos cours d'éducation sexuelle au collège ou au lycée, pour ma part c'était pas ouf réjouissant quand même, donc là on est content, on a 400 pages, boum, c'est fait, c'est posé, et c'est vachement utile. En tant que femme, j'ai trouvé que c'était rassurant en fait, c'est une lecture qui est vachement rassurante, parce que même sur le chapitre genre maladie, ça peut faire un peu flipper hein, de lire un chapitre sur les maladies, mais en fait t'es au courant en fait, t'as l'info fiable, et une fois que tu l'as, tu te sens quand même beaucoup plus forte, et beaucoup plus en capacité de te connaître, donc de gérer un peu toutes les situations. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui, la prochaine fois je pense que je ferai une vidéo plus littérature, compilation de derniers livres qui m'ont beaucoup plu ces dernières semaines, et ce sera sûrement axé plutôt littérature contemporaine, voire très contemporaine, puisque je m'ouvre à ça en ce moment, et que ça me fait bien kiffer. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.